Image ici en direct du Liban et de cette ville qui attend la peur au ventre après cette nouvelle annonce de l'armée israélienne. On a appris ce matin que l'armée avait reçu l'ordre de frapper Beyrouth malgré ce cessez-le-feu, cette trêve. Les Israéliens qui donc se préparent à viser une nouvelle fois de plus la capitale libanaise. Les Israéliens qui pourraient frapper massivement aujourd'hui encore. L'armée israélienne a reçu donc ses ordres. Il n'y aura pas de calme à Beyrouth tant que dureront les attaques du Hezbollah. Voilà l'avertissement du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, il y a à peu près une demi-heure maintenant. Ces derniers développements s'inscrivent dans un contexte d'accélération, bien sûr, sur le front libanais, mais aussi à Gaza et en Cisjordanie occupée. Benyamin Netanyahou ne cache pas sa volonté d'étendre son emprise sur les territoires palestiniens. On va évidemment décrypter cette séquence libanaise, palestinienne aussi avec vous, Jean-Paul Chagnollo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'Info du Jour. Vous êtes professeur émérite, président d'honneur de l'IREMO. J'aimerais avoir votre commentaire pour commencer. On retourne peut-être au direct, les images de la capitale libanaise qu'on suit avec attention depuis des mois maintenant. On est à un moment crucial là. C'est vrai que Beyrouth était relativement épargnée ces dernières semaines en raison de cette trêve, de cessez-le-feu et aussi de ces appels des Américains aux Israéliens de ne pas s'en prendre à la capitale libanaise pendant que des pourparlers sont en cours. Et là, cet après-midi, en ce début de semaine, on se prépare à peut-être un nouveau déchaînement de feu. Il y a quelques semaines, il y a eu des choses terribles qui sont passées à Beyrouth. Il y a eu des bombardements terribles qui ont fait beaucoup de morts. C'était le 8 avril. C'est ça, la journée du 8 avril. Moi, j'étais avec mes amis libanais et ils m'expliquaient à quel point ça avait été un traumatisme absolu, quoi. Et depuis, vous l'avez dit, il y a malheureusement rien de nouveau. Ils ont vraiment peur. Et puis toute la vie sociale s'est arrêtée. Enfin, l'économie est évidemment en très grande difficulté, mais la vie concrète s'est arrêtée. Et donc dans ces circonstances-là, dans un pseudo cessez-le-feu, je crois qu'il faut arrêter de parler de cessez-le-feu. Nous sommes dans une guerre, là, et même une agression, parce que où va s'arrêter l'armée israélienne? Ça n'a pas de sens, en réalité, on va y revenir certainement. Donc, effectivement, pour les habitants de Beyrouth en particulier, c'est une attente extrêmement angoissante, car au fond, il n'y a pas de limite, et le gouvernement libanais dans cette affaire est évidemment complètement dépassé. L'armée libanaise ne peut rien faire. Elle est presque spectatrice du drame qui se joue, pour plein de raisons que nous connaissons. Donc voilà, je crois que c'est... Et puis surtout, ce qui me paraît central dans cette affaire, c'est que mais où va-t-on? Où va-t-on avec sans arrêt l'image du jour, c'était mettre un drapeau israélien sur le château de Beaufort. Je vous rappelle que le château de Beaufort avait été sous occupation pendant des années, chacun le sait. Donc on revient à 20 ans en arrière ou un peu plus. Ils sont partis en 2000. Donc c'est 25 ans en arrière. Et alors, qu'est-ce que ça peut donner comme résultat concret? Donc c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, à un moment donné, ça va s'arrêter. On va s'apercevoir que ça n'aura pas servi à grand-chose. Car il est évident que le Hezbollah va pas céder. Il est évident aussi qu'on va pas désarmer le Hezbollah dans une phase de guerre. Il y a une contradiction intrinsèque qui me paraît extrêmement importante. Il y a cette image-là derrière vous de Beyrouth comme figée dans l'expectative, dans l'attente. Et on entend, moi je l'entends là à l'oreillette, les drones qui n'ont jamais cessé de survoler la capitale libanaise. Voilà les derniers développements qui évidemment s'inscrivent dans un contexte d'accélération sur le front libanais, mais aussi à Gaza, en Cisjordanie occupée. On va peut-être revenir sur la dernière progression au sol, ce week-end de l'armée israélienne, la prise de l'emblématique forteresse Beaufort que vous évoquiez. L'État hébreu donne l'ordre de frapper maintenant le sud de Beyrouth. Une agression féroce et condamnable de l'avis du président libanais. Le point d'image avec Marc Pope. Vue de la frontière ce lundi matin, l'offensive israélienne sur le Liban se poursuit. Au sud du pays, comme ici à Marjayoun, ou encore Arab Salim, mais aussi dans la banlieue sud de la capitale, où le Premier ministre israélien a ordonné de nouvelles frappes. Avec le ministre de la Défense, j'ai donné l'ordre de frapper des cibles terroristes à Beyrouth. En aucun cas, le Hezbollah ne pourra attaquer nos villes et nos citoyens, alors que ces quartiers généraux terroristes à Beyrouth et dans sa banlieue sud n'ont toujours pas été détruits. Nous continuons d'intensifier nos opérations sur le terrain dans le sud du Liban afin d'éliminer les infrastructures du Hezbollah. Une intensification à l'image de ces derniers jours. L'armée israélienne a nettement progressé au Liban, tout en poursuivant ses frappes aériennes, malgré le cessez-le-feu conclu le 17 avril. Après avoir pris la citadelle de Beaufort, Tsahal a ordonné l'évacuation de 9 villages dans le sud,
Plus d'1 million de personnes ont déjà été déplacées depuis le début de la guerre. Il nous est désormais impossible de rentrer chez nous. La ville a subi d'importantes destructions et nous avons perdu de nombreux proches. La situation est extrêmement difficile. De son côté, le Hezbollah poursuit ses attaques contre Israël, même si la plupart des missiles sont interceptés. Alors que son pays doit tenir de nouvelles discussions avec Israël mardi et mercredi à Washington, le président libanais dénonce une agression féroce et condamnable. Pour la France, cette escalade militaire n'a aucune justification. À la demande du président français Emmanuel Macron, une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies aura lieu en urgence ce lundi. Voilà, l'Union européenne appelle à l'instant Israël à cesser, je cite, son escalade militaire au Liban. On va aller justement retrouver tout de suite à Beyrouth notre correspondant Serge Berberi. Bonjour Serge, peut-être un mot déjà de la situation. Je parlais d'attente et de fébrilité. J'imagine que c'est le climat dans lequel se trouvent les Libanais, les habitants de Beyrouth aujourd'hui. Absolument, et le climat dans lequel je me trouve aussi. Vous savez, pour l'instant, on est dans la phase de l'avertissement israélien. Benjamin Netanyahou a donc ordonné à l'armée israélienne de viser la banlieue sud de Beyrouth. Et selon des médias israéliens, eh bien, cette décision aurait été prise en coordination avec Washington, avec l'administration Trump. Plus de 55 cibles dans la banlieue sud de Beyrouth seraient donc dans le viseur de l'armée israélienne. Il s'agirait d'infrastructures du Hezbollah, notamment des dépôts d'armes, des appartements dans lesquels seraient stockés des missiles. Pour l'heure, eh bien, les frappes n'ont pas encore eu lieu, mais vous savez, les conséquences de cette menace sont déjà très visibles sur le terrain. D'ailleurs, les minutes qui ont suivi l'annonce de Netanyahou, eh bien, d'importants mouvements de population ont été observés dans plusieurs quartiers de la banlieue sud. Selon les images d'ailleurs diffusées sur les réseaux sociaux, mais aussi à la télévision, sur les chaînes locales ici, des embouteillages monstres ont paralysé les principaux axes routiers. On voit sur ces images des habitants quitter leurs immeubles, charger leurs voitures, tenter donc de rejoindre le plus rapidement possible des zones considérées sûres. Et puis, vous savez, pour beaucoup, c'est un nouveau déplacement. De nombreux habitants de la banlieue sud étaient revenus chez eux après le cessez-le-feu du 17 avril et ils se retrouvent aujourd'hui contraints d'évacuer encore une fois, une nouvelle fois. Ce qui est important de souligner, c'est que depuis ce cessez-le-feu, vous savez, Beyrouth avait été largement épargnée. La capitale et sa banlieue sud n'ont été visées qu'à 2 reprises seulement, des frappes ciblées sans préavis. Mais cette fois, c'est différent. C'est Benjamin Netanyahou lui-même qui annonce publiquement à l'avance ce qui va arriver. Et cela a un impact immédiat sur la population. Sur les réseaux sociaux aussi, des messages d'inquiétude, de colère. Et pour, vous savez, de nombreux Libanais, ça ravive surtout des souvenirs encore très récents. Vous l'évoquiez tout à l'heure, ces bombardements massifs du 8 avril, des frappes en série, en quelques secondes, des détonations d'une puissance exceptionnelle qui font vibrer tous les immeubles donc à plusieurs kilomètres à la ronde. Et au fond, au-delà même de l'impact militaire des frappes, c'est aussi pour beaucoup de Libanais ici un choc psychologique. Voilà, alors que tout cela s'inscrit évidemment dans un contexte, Serge, qu'on évoquait à l'instant, nouvelle étape, accélération des opérations dans le sud aussi. Israël d'ailleurs dit aujourd'hui vouloir établir une zone sous contrôle militaire dans la région du fleuve Litanie. Effectivement, et vous savez, ce qui frappe aujourd'hui, c'est cet élargissement très net de l'offensive israélienne au sud Liban. Et concrètement, les ordres d'évacuation continuent de remonter plus vers le nord, donc vers la ville de Saïda, après tir, après plusieurs localités du Casa de Saïda ces derniers jours. L'armée israélienne appelle aujourd'hui encore d'autres villages de la région à évacuer. Et sur le terrain, ces avertissements sont suivis très rapidement de frappes. La région de Nabatillé reste l'un des principaux foyers des bombardements. Plusieurs localités de ce Casa ont été visées par des raids aériens ces dernières heures, des frappes de drones, mais aussi des frappes d'artillerie. Vous savez, ces attaques font toujours des morts, des blessés. Vous savez, ces bombardements ne se limitent pas qu'à Nabatillé. Les frappes aussi visent d'autres Casas du sud Liban, notamment Tyr, Marjorioun, Jézine et j'en passe. Et n'oublions pas aussi
aussi la BK qui est aussi visée, et les drones israéliens, eux, qui restent omniprésents dans le ciel du Sud-Liban. Vous savez, depuis la prise du château de Beaufort, Israël semble vouloir consolider son contrôle dans toute cette région du Sud-Liban, près du Litani, jusqu'au fleuve Zahrani. Et c'est probablement l'élément, en tout cas, le plus important aujourd'hui, l'artillerie israélienne, donc, qui poursuit ses frappes dans toute cette zone du Sud-Liban. On voit clairement se dessiner donc une zone d'opération beaucoup plus vaste qu'au début de l'offensive, une zone donc qui s'étend de la frontière israélienne jusqu'aux portes de Saïda. Et face à cela, le Hezbollah, lui, il poursuit ses frappes, il poursuit ses attaques de drones kamikazes. Il aurait mené une vingtaine d'opérations ces dernières heures contre des troupes israéliennes au Sud-Liban, dans la zone tampon, mais aussi au-delà de cette zone tampon en territoire israélien. Merci beaucoup Serge Berberi, qu'on retrouvera évidemment pour prendre des nouvelles cet après-midi, alors qu'on attend donc ces nouvelles frappes israéliennes sur Beyrouth. J'aimerais qu'on décrypte en somme, Jean-Paul Chagnolot, et qu'on étoffe ensemble les propos de Serge. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Peut-être appuyons-nous sur des cartes pour comprendre ce qui est en train de se jouer au sud. Après, on reviendra à ce qui se passera peut-être aujourd'hui à Beyrouth. Il y a eu ces opérations terrestres dans un premier temps, plusieurs annonces. Il y a ces deux fleuves qu'on connaît bien maintenant, le fleuve Litani, le fleuve Zahrani. Ce matin, donc, les Israéliens semblent dire vouloir établir une zone sous contrôle militaire dans la région du fleuve Litani. On voit donc cette ligne jaune qui a été dessinée, la progression des Israéliens. Selon vous, vers quoi nous dirigeons-nous aujourd'hui? Quels sont les plans des Israéliens? Écoutez, c'est difficile à dire. Ce que je serais tenté d'évoquer, c'est d'abord un désastre, quoi. Parce que quand vous évoquez l'agression et la montée en puissance de l'armée israélienne et son escalade, il faut voir ce qui se passe concrètement sur le terrain. Quand on dit, on demande des évacuations sur le plan juridique, et d'ailleurs les autorités libanaises l'ont dit, c'est aussi des transferts forcés de population, car si vous partez pas, vous êtes mort. Mais par centaines de milliers, on est à plus d'1 million de déplacés là. 1,2 million, quelque chose comme ça. Il faut rappeler que la population libanaise, c'est de l'ordre de 4 millions, 4 millions 5, on ne sait pas exactement. Donc c'est considérable. Un quart de la population. C'est considérable. Mais ce qui est encore plus considérable, si je puis dire, c'est que lorsque l'armée ordonne ces transferts, elle occupe ces villages, et c'est Nakura au bord de la mer, c'est Binchbel, on le voit sur la carte sûrement, un peu plus loin c'est Riam, un peu plus loin encore c'est Nabatieh, c'est Tyr, sont des villes qui font quand même plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Nabatieh, ça veut dire de 80 000. Or, une grande partie de ces villes et villages sont détruites, mais détruites par les bombardements, mais aussi systématiquement par des bulldozers. On rase. Il faut comprendre ce que ça peut signifier. Et dans la ville de Binchbel, par exemple, qui est donc à quelques kilomètres de la frontière israélienne et qui était effectivement un lieu important pour le Hezbollah, mais globalement pour la population chiite, c'est une ville qui fait environ 30 000 habitants. Bon, elle a été rasée, mais au point que le cadastre n'existe plus, au point que donc les gens qui sont partis ne pourront pas revenir. Mais où sont-ils? Où sont leurs maisons? Où sont leurs champs, etc. Donc on en est là. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que par rapport à ce qui s'est passé à plusieurs reprises dans les escalades militaires israéliennes au Liban, là il y a un fait nouveau qui est revendiqué par Katz, le ministère de la Défense, qui consiste à dire on va faire dans le Liban Sud comme on a fait à Gaza. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Quand on parle de zone sous contrôle militaire, on pense à quoi? Vous parlez de villages détruits au bulldozer, on l'a documenté sur notre antenne à plusieurs reprises. C'est quoi du coup une zone sous contrôle militaire? C'est une installation? Il y a deux types de contrôle militaire. Il y a celui qui fait qu'on occupe un territoire, et puis lorsque il se passe un moment d'apaisement, on peut se retirer du territoire et on le laisse dans l'état à peu près correct, même avec des bombardements. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de détruire la zone, entre guillemets, de sécurité. Sécurité pour qui? Pas pour les Libanais, certainement pas. Eh bien, elle est détruite, quoi. Il faut comprendre ce que ça veut dire pour les gens. Moi, j'ai des amis à Riam, par exemple, qui ont une grande maison familiale depuis très longtemps. Elle a déjà été détruite, mais là, c'est pas simplement leur maison qui est à nouveau détruite, c'est tout le quartier, c'est toute la ville. Il reste rien ou presque rien. À Nakura, c'est la même chose. Donc, il faut essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a aucune raison militaire qui permet de
de justifier de tels désastres, quoi. On veut vraiment rayer de la carte ce que disaient certains Libanais. Ils utilisaient un terme, on veut enlever notre mémoire, car ça veut dire aussi les lieux de patrimoine, ça veut dire aussi les églises ou les mosquées. Donc c'est chose de très grave. Et par ailleurs, par rapport à votre question, ça va mener à quoi, ça? Qu'est-ce que ça signifie, cette escalade? Quel est l'objectif politique? Là encore, c'est uniquement, toujours, la force armée, quoi. À Gaza, on parle de force armée, en Iran, on parle de force armée, au Liban, c'est de la force armée, mais est-ce qu'un jour, on va entendre un responsable politique par les politiques, c'est-à-dire on est prêt à faire tel ou tel compromis en échange de tel ou tel avantage? Là, non, c'est simplement on avance, on frappe. Pour quel impact psychologique sur les populations? Là, Oui, on a les images des derniers déplacés du jour. Et ce sont les embouteillages dont nous parlait Serge il y a quelques instants. C'est vrai que les Libanais, on a beaucoup parlé ces dernières années de résilience à un Libanais. Parlez aujourd'hui de résilience à un Libanais, vous allez voir comment il vous répond. Ils sont épuisés, tout simplement. Et puis c'est le Liban qui est en train d'être détruit. Enfin, moi, je connais bien ce pays pour 1000 raisons. Et il est en train d'être détruit. La société du sud Liban n'existe plus. Il va falloir la restructurer, la reconstruire un jour. Mais c'est vraiment... Et l'impact de ce million de réfugiés sur le reste du Liban est considérable. Et ce que vous avez évoqué à plusieurs reprises, c'est-à-dire l'angoisse des frappes à venir à Beyrouth ou ailleurs, parce que c'est partout, c'est pas uniquement... Alors Beyrouth, c'est particulièrement important, bien entendu, mais vous l'avez rappelé, c'est à la Beka aussi qu'il y a eu des bombardements aussi très importants. Mais où est la proposition politique qui permettrait d'avancer? Pour l'instant, il n'y en a aucune. On est juste dans la volonté de frapper encore et encore. Et c'est la même chose qui se passe à Gaza, c'est la même chose qui se passe en Iran. Alors justement, pendant qu'on en parle, on va faire un petit parallèle. C'est une politique désastreuse, si vous voulez, à terme. J'aimerais qu'on regarde la carte de Gaza et de la Cisjordanie occupée, parce que tout ça va ensemble. C'est un ensemble, évidemment. Benyamin Netanyahou a annoncé la semaine dernière, donc revendiqué même son intention d'élargir son emprise sur le territoire, l'enclave palestinienne, qu'il dit contrôler aujourd'hui à environ 60%. Et l'objectif, dans un premier temps, parce qu'il le précise bien, ce serait de pousser la barre un peu plus loin à 70% d'emprise sur cette enclave palestinienne qui est déjà bien réduite. On voit ce qui reste aujourd'hui aux mains des Palestiniens, c'est toute la zone en blanc. 70% dans un premier temps pour peut-être encore progresser. Et puis il y a aussi la question de la Cisjordanie occupée, où on va bien. La situation est déjà extrêmement électrisée. Il y a des violences permanentes qui vont crescendo entre des Palestiniens et des colons. Hier soir, il y a encore une voiture bélier qui a fait 2 blessés, deux jeunes Israéliennes. Quel avenir pour Gaza et pour la Cisjordanie occupée? On est en train d'assister à quoi, là? Ce que je disais tout à l'heure, un vrai désastre politique, mais aussi humain, quoi. Il y a un déni d'humanité dans cette affaire qui est quand même assez tragique. Si on prend d'abord Gaza, c'est 380 km, arrondissons à 400 km², ce qui n'est pas tout à fait ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Palestiniens sont réduits dans un tiers, ça va devenir un tiers de ces 400 km², le long de la mer, sans aucune possibilité de partir. Ils sont complètement coincés dans des conditions de vie absolument épouvantables. Le dernier rapport des Nations Unies disait que les Palestiniens se battaient avec les poux, avec les rats, car même les éléments minimums pour avoir une hygiène élémentaire ne peuvent pas entrer à Gaza, Donc c'est factuel. 2 millions de gens enfermés dans une bande de territoire qui, comme une peau de chagrin, est réduit par l'armée israélienne, qui a complètement, évidemment, oublié, comme le reste de la communauté internationale, qui avait un plan qui était supposé, à l'inverse, faire en sorte que l'armée israélienne devait se retirer progressivement de Gaza. C'est l'inverse qui se passe. Point. Deuxième point. Pourquoi faire? Avec quel objectif? Vous imaginez 2 millions de gens enserrés, enfermés dans une petite portion de territoire, sans aucune infrastructure de quelque nature qu'elle soit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut les chasser, ça veut dire qu'on veut leur demander de quitter. C'est la fameuse, je mets des guillemets, l'émigration volontaire. Voilà, vous voyez, vous pouvez pas vivre, donc partez. C'est ça. Le projet dans la presse israélienne est régulièrement réévoqué par tel ou tel député, et pas simplement l'extrême droite. Est-ce que c'est juste, Jean-Paul Chagnollo, de faire le parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui au Liban et ce qui se passe dans les territoires palestiniens? Il y a au moins un point commun, c'est que les Israéliens veulent la reddition, quoi. Ils veulent la reddition de l'autre, reddition des Libanais, reddition du Hezbollah, et pour les Palestiniens,
Palestiniens, c'est pire encore, parce qu'au moins les Libanais sont chez eux dans leur État, mais là, pour les Palestiniens, c'est vraiment la volonté de les pousser dehors. Comment peut-on imaginer une situation dans laquelle 2 millions de gens vivent comme ça, ou survivent dans ces conditions-là? Et si vous prenez, comme vous l'avez justement évoqué, la Cisjordanie, là, la volonté aussi, c'est d'écraser toute la société de Cisjordanie. C'est fait, quoi, c'est déjà fait. Les violences, on parle toujours de la violence des colons. C'est une réalité, mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Cette violence des colons, elle s'adosse sur une politique tout à fait officielle du gouvernement. Smotrich... par certains ministres d'extrême droite. Bien sûr, notamment. mais je veux dire, qui est soutenu par le gouvernement tout entier. C'est pas simplement Smotrich, c'est pas simplement les colons, c'est pas simplement Smotrich. Non, mais qui sont régulièrement envoyés sur le terrain aussi pour souffler sur les braises. C'est les colons, si vous voulez. Et ça, c'est une violation du droit international humanitaire dans des conditions épouvantables. J'ajoute un point intéressant, dont on aura peut-être des échos plus tard, c'est que la Cour pénale internationale semble avoir lancé un mandat d'arrêt contre Smotrich et quelques autres, et que ces mandats d'arrêt, comme la Cour le fait quelquefois, ou comme les tribunaux, par exemple, sur l'ex-Yougoslavie le faisaient autrefois, des mandats confidentiels. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais dans la presse israélienne, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et il est bien possible qu'il y ait un mandat d'arrêt, parce que c'est des violations, mais considérables du droit international humanitaire. Tout ça, pourquoi ? Pour faire en sorte, il y a eu un très bon papier dans Le Monde sur d'Amnesty, un bon papier aussi de La Paix Maintenant, qui expliquait que ce que veulent ce gouvernement, c'est de créer un espace où l'État israélien sera maître chez lui, mais ça veut dire le maître de la discrimination, car évidemment derrière il y a la volonté de faire comme c'est le cas déjà, des Palestiniens, des citoyens de seconde, de troisième zone, qui n'auront qu'un choix eux aussi, se soumettre ou partir. J'aimerais qu'on revienne justement à ces Libanais qui ont été contraints de quitter le sud Liban. Certains ont d'ailleurs décidé de rester chez eux après avoir déjà fui et être revenus. Rien ne justifie l'escalade majeure en cours au sud Liban. Ce sont les mots du chef de l'État Emmanuel Macron qui a donc, à sa demande, réussi à convoquer en urgence cette réunion du Conseil de sécurité qui démarra ce soir à 22h30. J'en profite pour vous dire qu'on sera en direct évidemment sur nos antennes ce soir. Qu'est-ce que l'on peut attendre de cette séquence? Qu'est-ce qu'il faut en espérer? Dans la question, il y a la réponse. Puisque dans le Conseil de sécurité, il y a les États-Unis. Les États-Unis soutiennent ces offensives. Par conséquent, il est probable qu'il y aura un veto américain, quel que soit le texte, aussi bien élaboré pour essayer de passer. Il va se cogner contre un veto, sauf surprise. Mais j'y crois pas. Donc ça veut dire que le Conseil de sécurité est bloqué. Et c'est bien une des grandes questions. C'est que tout ceci se déroule aujourd'hui, alors que nos institutions internationales, qui parfois pouvaient être utiles, aujourd'hui sont complètement marginalisées pour les raisons que chacun connaît. Et c'est grave, parce qu'en plus, tout ça ne mène nulle part. Ça mène à un désastre. Mais une fois qu'on aura comme ça écrasé les sociétés libanaises ou palestiniennes, qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura forcément des résiliences, il y aura forcément des résistances, et c'est une séquence qui va en accoucher d'autres, encore plus violentes évidemment, parce que ceux qui subissent ça ne l'accepteront pas. Donc on est vraiment dans un cercle infernal dont il faut sortir, et Netanyahou est enfermé dans une obsession consistant à dire l'autre n'existe pas, je veux sa reddition. On voyait Donald Trump là juste derrière vous il y a quelques instants, et vous parliez des Américains et du probable veto américain de ce soir sur cette question du Liban. On avait pourtant entendu Trump à plusieurs reprises dire aux Israéliens, et notamment à Benyamin Netanyahou, on ne touche pas à Beyrouth, on est en pleine négociation sur les pourparlers. Je rappelle quand même que les Américains essaient d'obtenir un accord avec les Iraniens. Les Iraniens ce matin ont redit on ne signera aucun accord tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu respecté au Liban. Donc tout cela évidemment s'imbrique. Est-ce qu'il faut penser que Trump a donné son accord à Netanyahou pour qu'il frappe Beyrouth aujourd'hui? Vous parlez d'une déclaration de Trump à quelle heure? Car ça change tout le temps. En général, là, c'est maintenant qu'il se réveille. Oui, donc il faut attendre la suivante. Enfin, si vous voulez, il est clair qu'il a certainement obtenu quelque part un feu vert, pour une raison que je crois très simple, c'est que Trump sait que Netanyahou est en désaccord total avec la possibilité de signer un accord dont on ne connaît pas vraiment les contours. Donc j'ai l'impression que en échange, c'est une hypothèse, car évidemment personne ne sait vraiment ce qui se passe, mais en échange de l'idée qu'il pourrait y avoir un accord États-Unis-Iran, eh bien il donne à Netanyahou la capacité d'agir comme il l'entend sur le terrain libanais. C'est une possibilité, ça. La paix d'un côté, mais je te laisse continuer la guerre, c'est possible. Mais dans tous les cas de figure, on est dans une impasse. Mais là où les choses deviennent très compliquées, c'est ce que vous avez dit, c'est que les Iraniens
Autrement dit, on voulait mettre le Liban de côté, il revient, puisque les Iraniens viennent de dire qu'il n'y aura pas d'accord. Ils n'ont pas vraiment lâché leur proxy libanais jusque-là. Hein. Depuis le début, ils se sont toujours accrochés à ça, s'en servant comme argument ou pas. Mais c'est vrai. Ils se sentent plutôt en position de force. Il est possible, effectivement, que cette déclaration soit suivie des faits, c'est-à-dire qu'on ne signera pas s'il n'y a pas un cessez-le-feu. Ce qui voudrait dire aussi pour Netanyahou qu'il a très peu de temps devant lui et qu'il accélère encore cette escalade militaire dont l'objectif est d'écraser la société libanaise, finalement, parce que le Liban est une société complexe et le Hezbollah, quoi qu'on puisse en penser, il est partie prenante de cette société complexe. Elle peut venir d'où, la sortie de crise, là? Parce que tout est imbriqué, on vient d'en faire la démonstration, et tout semble assez bloqué. On a quelques secondes, ça peut venir d'où? La première chose, c'est un cessez-le-feu, et il faudrait effectivement que le Conseil de sécurité réexiste, ça serait une possibilité, mais j'y crois pas trop. Donc en fait, je vois vraiment pas dans les prochains jours comment on peut sortir d'une telle situation où chacun veut rajouter quelque chose à la force armée, où chacun pense uniquement à la force armée. Si les Américains imposent quelque chose à Netanyahou, si les Américains imposaient quelque chose à Netanyahou? Je pense que pour l'instant, ils sont sur la même longueur d'onde. Chacun joue dans son camp et avance. Je pense qu'il faut sortir de cette obsession fausse que c'est la force armée qui règle un problème politique. Ça n'arrive jamais. Ça ne conduit qu'à des désastres. Et malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons.